Alors, on va poursuivre cette matinée, la clôturer également, avec une discussion entre le philosophe François Julien, qui nous a fait le plaisir d'être ici ce matin, et également Pierre Janin de l'agence Fabrique, dont on va aussi découvrir le travail. Avant cela, je voulais quand même introduire cette discussion, savoir comment elle a été constituée. Donc, la rencontre entre cette agence, l'agence Fabrique, et le philosophe François Julien est tout d'abord le produit d'une intuition. À l'origine, les deux intervenants ne se connaissent pas, ni François Julien n'était familier du travail de l'agence Fabrique, ni même Pierre Janin n'était lecteur du philosophe. Alors, comment en sommes-nous venus à l'élaboration d'une discussion? Quel élément déclencheur a forcé l'association de deux pratiques, de deux disciplines? Quelle lubie a fait germer l'intuition qu'un philosophe titulaire de la chaire sur l'altérité, à la fondation de la Maison des sciences de l'homme, et un architecte et un paysagiste, parce que l'agence Fabrique, ce sont deux frères, Pierre et Rémi Janin, nommés jeune architecte urbaniste en 2014, comment pouvaient-ils poursuivre un chantier commun? Revenons quelques mois en arrière. Dans le cadre d'un doctorat en architecture portant sur l'architecture des milieux habités, et en tant qu'architecte, j'ai rencontré les concepts de François Julien en tentant de comprendre ce avec quoi le travail d'aménagement de notre environnement, de nos villes, de nos paysages, devait opérer. Ou pour le dire autrement, pour transformer un milieu, pour y faire projet, encore me semblait-il indispensable de savoir ce que ce milieu était, de quoi était-il composé, ou comment, sous quelle forme se présentait-il. Donc, dans un premier temps, la démarche était personnelle. Je devais savoir à quoi j'avais affaire si je voulais pouvoir agir sur lui ou interagir avec lui. La connivence immédiate entre mes préoccupations et les concepts développés à l'occasion de l'ouvrage « Vivre de paysage » ou « l'impensé de la raison » ont tissé un champ de prise, de nouveaux mots, connus, certes, mais dont je n'avais pas encore envisagé le potentiel, les qualités opérantes, émanant du simple fait de les choisir à d'autres, émanant du simple fait de les explorer et de les utiliser. Par là, j'ai ouvert mon répertoire à des biais, à de nouvelles approches, certes sémantiques, philosophiques, mais immédiatement ressenties comme parlantes, opérantes. Penser en termes de cohérence et de tension interne pour appréhender la réalité, les choses, nous autres les humains, et envisager les formes du monde construit davantage comme des formes actualisation, en transformation continue, évincer toute tentative désespérée de définition de ce que sont ou non les formes architecturales des milieux habités. Dès lors, il s'agissait d'intégrer que des souffles, des transformations silencieuses, travaillées sans que nous nous en apercevions, et que, pour agir sur ce nouveau monde de et en tension, il s'agissait de s'arrimer à ces processus à l'œuvre, à ces transformations incessantes. Il s'agissait de suivre leur cours davantage que de vouloir en imposer un nouveau, à contre-courant. Le paysage est alors abordé comme une entité processuelle, tenue par des transformations silencieuses, dans lesquelles il puise sa cohérence et sa consistance. Il n'est plus un objet figé et abstrait, mais une entité vivante, une force vitale, et l'envisager de la sorte revient à se reconnecter à ce flux incessant, ce souffle qui le façonne. Le projet architectural, paysager et urbain ne s'appréhende dès lors plus de la même manière. Il faut d'ailleurs sortir du projet pour entrer dans le champ de l'influence, de l'induction, d'un travail à distance, allusif, et sortir alors d'une dichotomie entre sujet et objet, sujet agissant sur un objet que l'on considérerait comme inerte.
C'est un bouleversement, à la fois de ce que représente pour l'architecte le projet en architecture et de son activité quotidienne. Un peu plus tard, lors d'une rencontre avec François Julien, nous en viendrons à évoquer le travail de l'agriculteur en prise directe avec ces transformations silencieuses. De nombreuses questions nous sont donc suggérées à nous, architectes, paysagistes, urbanistes, chercheurs. Des impasses s'esquissent aussi, et loin de clôturer l'intérêt, pour moi, elles le démultiplient, dans le sens où alors, nous sommes tenus de questionner chacune de nos évidences et de nos habitudes, notre culture en somme. En parallèle, alors que je me préoccupais des stratégies territoriales en milieu non urbain, en milieu rural, je découvrais le travail de Pierre et Rémi Janin, très investis dans le rapport « Aménager les territoires ruraux et périurbains » de Frédéric Bonnet et remis à Sylvia Pinel en janvier dernier. Au cours de l'entretien préparatoire à cette discussion, Pierre Janin précisera ce qui fut ressenti au cours de mon enquête sur la ruralité. Notre présence était exigée pour appréhender le monde rural et on était les seuls du monde rural. Car l'agence Fabrique a commencé son activité d'architecture et de paysage sur un concours remporté de 9 bâtiments d'élevage à Bonneval-sur-Arc. L'agence s'installe alors dans la ferme familiale à Vernon, dans la Loire, et se nourrit de ce que l'agriculture fait au paysage, à la ville. Comment l'approche rurale peut nourrir le projet, sans apparenter leurs pratiques aux néo-régionalistes ou à l'approche suisse? Pour eux, l'approche agricole permet de s'ouvrir à d'autres territoires. La ruralité ne se vit pas uniquement par proximité. C'était affirmer cela aussi que de monter une agence dans la ferme familiale en alliant deux pratiques, l'architecture et le paysage, dont l'inscription dans le monde suit des manières de faire projet très différentes. C'est donc l'agriculture, d'une certaine manière, qui nous réunit ce samedi matin. Un métier, une activité humaine qui ne peut pas se permettre de dissocier une théorie d'une pratique, la nature de la culture, le paysage du pays, le vivant de l'inerte, qui négocie inévitablement avec l'enchâssement des milieux auxquels elle se rattache, qui ne peut se dérober à ce à quoi elle est attachée. Nous allons explorer ensemble au cours de cette discussion comment ces deux pratiques, une de pensée, l'autre d'aménagement, suivant deux biais différents, procèdent d'un chantier partagé. Et je laisse la parole à Pierre Janin. Alors, est-ce que les micros marchent? Oui. Bonjour. Alors. Donc, Pierre Janin, de l'agence Fabrique Architecture Paysage. Mon double n'est pas là, donc mon frère qui lui est paysagiste. Moi, je suis architecte. Et, alors, attendez. Voilà, on ne va pas aller trop vite. Cette présentation, donc effectivement, elle suit des lectures que j'ai faites depuis de Monsieur Julien, et aussi d'échanges et de rencontres qu'on a eues. Et disons que j'ai souhaité l'orienter, en fait, pour témoigner un petit peu de notre expérience de praticien et de notre jeune pratique de professionnel, et comment, au final, on essaye, donc effectivement, par rapport à ce qui a été dit, de retranscrire, de s'immerger en fait dans la question et de prendre à bras le corps la question du paysage, de l'agriculture, et donc sur un site concret qui est le site premier de notre agence, où on essaye d'explorer et d'expérimenter en fait, donc vraiment avoir une expérience immergée, la question, enfin de travailler la question du paysage agricole et d'avoir une action directe sur celui-ci. Et ensuite, je souhaitais développer, donc je vais essayer d'être concis parce que le temps alloué est relativement bref, mais je souhaitais développer aussi, montrer comment on essaye d'utiliser un petit peu cette expérience, tout le vécu, le partage aussi qu'on peut avoir et la lecture du paysage, l'analyse du paysage, comment elle peut venir nourrir et enrichir en fait notre pratique du projet et la conception, enfin comment le paysage peut alimenter en fait la conception d'un projet. Et aussi, peut-être à la fin,
présenter aussi la finalité du projet et comment au final pour nous il est question de partage d'expérience, dans le sens où on produit avec l'architecture et la maîtrise d'œuvre, d'architecture et de paysage, on produit quelque part du paysage, du construit, et comment on essaye de faire en sorte que dans ce lien et cette construction pluridisciplinaire du projet, donc entre architectes et paysagistes, on arrive à créer un environnement, un milieu qui soit partagé et qui propose de nouvelles expériences, on pourrait dire. Donc, tout d'abord, le site de la ferme, j'ai juste quelques images, mais c'est un petit peu pour présenter, alors je reviens sur la vue précédente, mais pour présenter comment, de manière simple, avec des actions très, très directes, peut-être très éphémères, on essaye de faire signe, de faire sens et d'essayer de comprendre quelles sont les dynamiques, les enjeux, les évolutions du paysage et notamment de l'activité agricole. Ici, c'est entre deux cultures, un chemin qui est tracé, qui est fauché à un temps donné et qui, 15 jours, 3 semaines après, aura tendance à disparaître et à s'effacer dans le paysage. Ici, c'est un travail très simple, c'est une de nos premières interventions en fait, donc avec mon frère, un premier partage d'expérience où l'idée a été de réemployer des matériaux pauvres, trouvés et glanés en fait autour de la ferme, donc d'anciens pneus qui traînaient de manière désordonnée, des planches de bardage d'un bâtiment agricole qui allait être démoli, et où du coup, ce qu'on avait essayé de mettre en place, c'est une plateforme étendue sur un étang vasé, et où le jeu, en fait, entre la matérialité du caoutchouc, les planches, créait des plateformes mouvantes, et où, quelque part, on ressentait l'expérience du site existant, d'une étendue vaseuse sur laquelle on marche et où on s'enfonce légèrement. Ce travail aussi qu'on mène sur la ferme, donc comme je montrais précédemment, c'est des petites actions, des actions directes en fait qu'on essaye de faire comme ça de manière relativement rapide et éphémère, mais aussi un travail sur le temps long qui essaye de cultiver et de creuser, d'approfondir un petit peu notre regard. Donc ici c'est un observatoire en fait qu'on a mené sur plusieurs années au fil des saisons, et au final c'est se rendre compte de choses qui peuvent sembler petites, assez discrète, mais c'est la question de l'activité agricole. Comme on le voit, c'est les lignes d'abroutage sous les arbres, l'évolution du paysage, des sentes, des traces d'animaux, les foins qui poussent. En tout cas, c'est sur le site de la ferme, tout ce regard qu'on essaye de développer et cette expérience qu'on essaye de se construire, on pourrait dire par l'immersion dans un paysage. Et ensuite, ça c'est une photo quelque part un peu humoristique, mais c'est aussi les questions qui se posent, dans le sens où, quand on intervient sur un projet, donc on a le site de la ferme sur lequel on peut travailler de manière assez libre et où on est vraiment en prise directe donc avec ce qu'on fait, et à l'inverse, sur les projets sur lesquels on est appelé à travailler, et du coup à intervenir, où au final la première question qui se pose est toujours qu'est-ce qu'on va faire là. Donc là on est sur le site donc le projet qui est évoqué tout à l'heure de la zone agricole de Bonneval, donc qui est un ensemble de 9 exploitations agricoles qui a été construite pour des agriculteurs, un projet construit par une collectivité publique. Ce projet est un véritable outil de maintien du paysage, dans le sens où il permet donc le maintien d'une activité agricole de haute montagne, et donc l'entretien par pâturage des estives, et donc des estives et des pâturages de haute montagne, et surtout le maintien aussi on pourrait dire, d'une communauté rurale de haute montagne. Donc il y avait aussi un avantage, des atouts sociologiques, on pourrait dire. Mais en tout cas, on est sur un site qui est en site naturel préservé, et donc la question, et nous, notre appréhension du projet, est de se dire comment on va venir intervenir, comment, avec un regard d'architecte et de paysagiste liés, comment on vient façonner, créer des tensions, des continuités au niveau du paysage, mais qu'est-ce qu'on peut faire. Et tout ce travail, donc pour nous, il se crée avec un arpentage, avec une lecture du site, une lecture et une écoute du site, et où on essaye de comprendre ce qui s'y passe. Enfin, ici, par exemple, on avait un vieux village, donc à droite, où se trouvait l'ensemble des exploitations du village, le nouveau site donc qui accueille donc les exploitations agricoles, donc qui est au centre, à gauche un quartier qui avait été construit dans les années 70, et au final toute notre question était de se dire comment donc on s'intègre dans ce paysage, comment on essaie de créer un projet qui soit à l'échelle de la vallée, qui soit à l'échelle du paysage, en créant un ensemble cohérent, un ensemble de bâtiments qui s'alignent, qui s'allongent les uns aux autres, qui s'articulent aussi et qui se dessinent, dont le plan se dessine
sur un ancien chemin rural qui préexistait au projet, et surtout comment on vient associer en fait les éléments entre eux pour créer des continuités, donc avec les tramviaires, avec aussi la question de la couverture, donc ici qui est végétalisée, et comment on arrive à la fois à jouer d'une intégration paysagère, donc par les matériaux employés, mais en même temps à créer des tensions, des dynamiques dans un environnement qui est donné, quelque part, qu'on doit recomposer. Donc toute cette question, enfin, voilà, c'est ce dessin, donc ce projet qu'on essayait de faire le plus continu et le plus lié possible à son environnement, par le dessin, donc par l'organisation du plan, mais aussi par les matériaux employés. Là, ce qu'on voit, donc, c'est la couverture végétalisée, donc, qui a été construite avec la terre du site, qui a été amendée pendant le temps de construction des bâtiments, et ensuite mise en place sur les toitures, et ensemencée avec les graines présentes dans les vieilles granges, en fait, du village. Donc, on a tout ce jeu et cette composition qui est faite, au final, pour avoir quelque chose d'assez souple et d'assez fluide, et qui s'efface, en fait, dans le paysage, mais aussi là, on tenait quand même à montrer aussi la question du chantier, c'est-à-dire que se rendre compte que même si à la fin, on essaye d'avoir quelque chose qui s'efface, eh bien, il y a tout ce temps du chantier qui est un temps dur de construction et quelque part de mise à mal du site. Et toute la contradiction du métier d'architecte et de paysagiste, c'est à la fois d'avoir la finalité et la perception du projet dans le temps long, mais aussi se rendre compte qu'on aura tout un temps relativement dur qui va s'opérer avec le site. C'est aussi ce rapport avec les matériaux, cette connexion avec le paysage, pour nous, elle s'établit à une échelle large, mais aussi dans un rapport très concret d'utiliser le site comme ressource. Donc là, avec l'utilisation de matériaux bruts qui s'assimilent avec les rochers et les montagnes proches, et aussi la question de l'utilisation de charpentes, de bardage bois, donc en mélèze, qui s'assimilent aussi à la végétation présente, et qu'on retrouve des certaines formes de résonance à la fois dans les teintes et dans le coloris et la patine que va prendre le bâtiment à terme, mais aussi dans un rapport direct et concret avec le matériau. Donc ici, bon, peut-être juste des images, on y reviendra peut-être après, mais c'est vraiment cette notion-là de la question de la temporalité, c'est-à-dire qu'un projet, il s'appréhende au fil des saisons, surtout quand on est dans des situations extrêmes. Et donc, l'été, sur ce projet, on a la couverture qui est extrêmement visible. Et à l'inverse, l'hiver, c'est uniquement les façades qui apparaissent et où petit à petit, en fait, dans le temps, sur le temps très long, le bois se grise, s'assimile au béton et s'accorde quelque part avec les rochers et les montagnes présentes en arrière-plan. Donc, c'est tout ce jeu-là, en fait, ce double jeu qu'on essaye de construire et de faire comprendre. Là, juste un travail, je vais essayer de l'évoquer brièvement, mais un travail sur la question de la matérialité, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'on peut faire sur la ferme, où on essaye d'explorer, de faire le plus possible de réemploi avec des matériaux simples, comment ici, sur un grand projet public, donc ça c'est une stabulation construite pour l'INRA, dans les plateaux du Césalier, comment on met en avant en fait tout un travail avec un matériau qu'on pourrait qualifier de pauvre, ici c'est du polycarbonate, en essayant de travailler sur son reflet, sur sa transparence, et ce qui peut créé à l'échelle large du paysage. Donc voilà, les reflets que j'évoquais tout à l'heure, la question de la transparence et un rapport aussi très direct entre la surface de la façade et les prairies. Un rapport inversé aussi le soir où du coup cette transparence sert à affirmer ou à jouer en fait de la présence de l'activité intérieure du bâtiment et au final jouer aussi sur des traces fluctuantes, enfin assez discrètes et assez des lignes en fait un petit peu assez discrètes dans le paysage et qui apparaissent plus comme des lueurs. Et enfin, donc dernier projet, ce que j'évoquais au préalable, c'était plutôt ça, c'est-à-dire l'expérience, comment en fait tout notre travail d'architecte et de paysagiste, la question de l'arpentage, la question de la connaissance des matériaux, fait qu'un projet, que notre expérience en fait sensible, on pourrait dire, vient alimenter le projet. Et ici, ce que je voulais évoquer, c'est juste la question du partage, enfin comment un projet peut faire référence à son territoire par quelque part en entrant plutôt en résonance avec lui, sans être trop figuratif non plus. Et où donc pour ce projet, donc il y a un ensemble, c'est un petit équipement public qui regroupe les bureaux de la communauté de communes, un office de tourisme et un espace d'exposition. Donc un projet public qui quelque part fait référence au niveau d'un territoire complet. Comment en fait on joue
à l'échelle du territoire. Et donc, on s'est inspiré en fait des hangars à bateaux qui bordent le lac d'Aiguebelette, en reprenant en fait uniquement sa silhouette et en faisant en sorte donc que ce bâtiment public vienne s'adosser à la route, créer une transition entre la route et le lac en arrière-plan et offre quelque part non pas un symbole trop directif, mais fasse une allusion à l'ensemble du territoire. Donc par la reprise assez quelque part légère et un petit peu évanescente de la question de la thématique du hangar à bateau. Et pour nous, le but était vraiment de proposer une sorte d'image, d'entrer dans un imaginaire lié à la question de l'univers lacustre. Et donc de proposer une sorte de partage d'expérience, sans non plus trop en dire. C'est aussi le travail, voilà, même à l'intérieur, donc de l'extérieur, la question du hangar à bateau qui est montrée. À l'intérieur, tout un travail sur la question du reflet, de la transparence, du jeu de profondeur. C'est-à-dire que ce projet, on l'a vraiment conçu comme un élément un dispositif simple, en fait, et une dynamique simple dans le paysage, avec l'élément donc de 2 hangars, et à l'intérieur, une organisation beaucoup plus mouvante, beaucoup plus fluctuante, comme en fait on s'avance dans un lac où toujours on découvre en fait les rives au fil de la progression de manière différente. L'intérieur du projet en fait est construit de cette manière, avec des jeux de reflets, d'ouverture des espaces, de plis et de replis, et quelque chose qui se découvre au fur et à mesure. Et donc une contradiction entre intérieur et extérieur. Et donc aussi, donc je vais terminer là-dessus, sur la question de prendre une image en référence, donc qui est celle du hangar à bateau, mais en même temps d'essayer avec un même projet, une même notion, une bribe du paysage qu'on prend, de s'ouvrir en fait vers un imaginaire beaucoup plus vaste. Et pour nous, la question ici qui était évoquée, c'était de se dire que avec ces bâtiments qui donc le soir par un double jeu donc d'éclairage de la surtoiture deviennent une sorte de lanterne, de point référent au bord du lac, mais surtout ressemblent et s'assimilent quelque part à des huttes de pêcheurs qui s'apparentent aussi à toute l'histoire du lac qui a un passé paléolithique assez fort, et où donc on retrouve un petit peu tout cet imaginaire, cet imaginaire-là. Et enfin, donc dernière diapositive, c'est pour évoquer cette question-là qui, effectivement, en tant que praticien, architecte et paysagiste, on essaye d'aboutir et d'arriver à une image, à construire des projets qui au final se tissent, s'ancrent et créent des dynamiques et s'immergent dans le paysage, composent avec lui, mais qu'il ne faut pas oublier non plus un petit peu, comme je montrais la photo du chantier tout à l'heure, c'est que même si le but ou la finalité pour nous en tout cas est d'arriver à une simplicité, une sobriété de langage, c'est que malgré tout, à l'intérieur même, le bâtiment reste quand même quelque chose de, on pourrait dire, très organique, de vivant, de technique, et donc qu'il faut tout un ensemble de techniques qu'il faut appréhender, connaître, travailler, maîtriser, et qu'il y a ce double rôle, ce double rapport en fait vis-à-vis de l'expérience, c'est-à-dire à la fois dans notre métier, dans notre pratique d'architecte et paysagiste, à la fois ce rapport sensible qu'on doit mettre en avant et qui peut être une finalité, et en même temps tout ce vécu en fait qui nous accompagne au fil de l'avancée du projet et qui exige quelque part un certain savoir-faire, mais savoir-faire qui pour nous doit aussi sans cesse être remis en question pour alimenter notre expérience première, on pourrait dire. Voilà. C'est bon. J'avais peur d'être trop long, c'est pour ça. Merci. Alors moi, en tant que philosophe, c'est moins drôle, moins poétique, il n'y a pas d'image. Mais j'ai répondu à votre proposition de m'arrêter quelques minutes sur la notion d'expérience, puisque c'est le titre que vous avez donné à votre session, ou plutôt ce titre étrange de tournant de l'expérience. Pourquoi ça tourne ? Expérience, c'est un terme qui est... c'est pas un concept, au fond, chez nous. Une sorte de fourre-tout. Surtout en français, à large spectre, si large spectre, entre peut-être deux sens, que je vais essayer de distinguer, pour voir ensuite comment les articuler, si on peut. Le sens... Oui, je dis ça par différence avec les autres langues, comme l'allemand ou l'anglais, qui ont plusieurs termes pour dire ce que nous disons, nous, comme ça, d'un terme commun et peut-être confus. Si je prends l'allemand entre Erlebnis, qui est l'expérience vécue, dans l'intimité du sujet, et puis Erfahrung, ce qui est l'expérience comme apprentissage. Ou si je prends l'anglais, entre
expérience et puis experiment, qui est donc cette façon dont le sujet essaie d'intervenir de façon active sur les phénomènes. Mais en français, en italien, dans les langues latines, on a un terme unique et qui nous met en rapport avec deux aspects, deux dimensions. D'une part, quand on dit faire une expérience de, avec un sens qui est probatoire, conatif, expérience de quelque chose, donc il fait apparaître un objet d'expérience. Et puis l'autre dimension, je dirais, non plus émergente, mais immergée de la notion, quand on dit un homme d'expérience. Et là où le terme d'expérience, eh bien, exprime dans son avancée quelque chose qui va se globalisant, en relevant d'une accumulation qui n'est que rétrospectivement mesurée. Donc d'un côté, l'expérience est partie prenante d'un projet de connaissance, or de l'autre, elle nomme ce qui lui échappe. D'un côté, elle peut être programmée, même faire l'objet d'un protocole, expérience 2, alors que de l'autre, elle désigne ce qui s'acquiert extensivement dans le temps, sans qu'on se rende compte, et dont l'apport reste inexplicité. Alors ma question est toute simple, c'est est-ce que ces deux sens ont un rapport entre eux ou pas? Est-ce que la notion repose sur un impensé qu'elle dissimulerait, ou est-ce qu'il y a bien tournant d'un sens à l'autre? Ce terme d'expérience est intéressant parce que c'est un terme foncier de la langue. Et même n'est-il pas le plus foncier, le plus ancrant, le plus enfoncé. Un terme où la langue s'approcherait le plus près de ce qui reste inapprochable par la langue. En tout cas, elle ne peut toujours qu'allusivement s'y référer. Aussi peut-être est-il indéracinable en raison même de ce qu'il retient d'ambiguïté. C'est-à-dire de ce qu'il sous-entend en amont d'inséparable, alors même que nous ne pouvons penser cela que de façon séparée. Dans sa part immergée, il est en effet trop en prise pour qu'on puisse dire encore de quoi. Ce qui est inévacuable en même temps qu'insatisfaisant, maintenant comme indéliable, ce qui permet son basculement. C'est un terme à la fois qui pointe et qui puise, et ne nomme que restrictivement. Alors, si je me tourne vers le passé de ce terme, le latin, effectivement, a deux sens qu'on introduit l'un après l'autre. Le latin oscille entre le sens actif, prospectif, délimitant son objet, d'essai de tentative. Si je dis « oui, mais uineni experiri », essayer à la force d'un poison. Et puis l'autre sens, récapitulatif, cumulatif, où l'apprentissage se fait de façon non plus seulement essayée, mais durablement éprouvée, par suite indéfinie, non concertée, je dis Cicéron, ce que j'ai appris par expérience plutôt que par étude. Le grec, la même chose. Le grec, dans expérience, païra du grec, le même terme que pirate en français. Un pirate, c'est quelqu'un qui tente le coup, qui fait... le sens grec courant, d'ailleurs, c'est le sens de séduire une femme, faire l'expérience, tenter sa chance. Donc l'expérience, sens conatif, probatoire, risqué. Le pirate comme periculum en latin, le danger. Et puis l'autre sens, diapeiras, à travers l'expérience, à travers ce qui s'accumule, et qui est cette expérience traversée. Donc il y a un élément commun, un des repères qu'ont les linguistes ont identifié, ce père, ce qui dit père. Père qui signifie traverser, à la fois aller de l'avant et pénétrer dans. Voilà ce qui serait l'élément premier, le sémantisme comme ça, enfoui. Le sens donc à la fois d'une percée et d'une avancée. Mais ces deux sens sont-ils équivalents? Est-ce qu'il n'y a pas déjà, à ce stade, cette oscillation entre, d'une part, l'événement clivant, se tranchant sur le champ, quand on vient aux prises avec du réel qu'on affronte, et ça marche ou pas, l'expérience au sens conatif, l'expérience 2, et puis, d'autre part, le déroulement processuel, dont provient, se déposant dans la durée, une leçon qu'on ne savait pas, alors
qu'on apprenait. Entre le sens, si je prends ce sens de traverser comme étant l'élément premier, eh bien, entre le sens de pénétrer une résistance et puis le sens de parcourir une distance. Et l'expérience nous met dans l'oscillation des deux. Peut-être est-ce là aussi le tournant de l'expérience. Bon, je viens donc sur un sujet qui serait si vaste, je me résume, pour cerner ce qui peut être ce... Quel serait le commun enfoui entre ces deux sens, entre expérience 2, sens connatif, et puis homme d'expérience, sens cumulatif. Peut-être l'idée que ce terme désigne une zone de contact, d'enfoncement, d'ordinaire plus ou moins frangée avec l'effectif. La mise en contact avec l'effectif, avec ce double mode, soit de l'intentionnel destiné à l'action, soit du processuel, procédant par transformation, soit comme prospective, soit comme résultative. Expérience qui est soit recherchée, soit récoltée. Dans ce cas, dans ce second cas, elle ne relève plus de la transcendance du point de vue, mais d'un retour d'immanence à partir de l'investissement engagé. Non plus donc sous l'angle de l'instant décisif, ça marche ou pas, mais sous celui de la durée qui lentement d'elle-même a trié, s'est décantée. Bref, il me semble qu'il y a donc deux sens qu'il faut essayer d'articuler entre eux. Le sens d'innovation et le sens de capitalisation. Et dans ce sens, d'une part, un sens agressif, l'expérience pénétrante, par sa force d'impact, et d'autre part, l'expérience expansive, parce qu'il s'y trouve continuellement traversé. Et dans ce cas, l'objet s'en indétermine du fait même qu'il s'y globalise. C'est comme ça qu'on peut dire absolument un homme d'expérience. Alors, il est vrai que la tradition européenne, en tout cas la philosophie, a davantage éclairé le premier sens que le second. C'est-à-dire ce qu'on a éclairé, c'est le premier sens distinct, émergent d'expérience, celui qui est probatoire et local, celle qui est probatoire et locale, celle qui se détache événementiellement du cours des choses, et qui a valeur proprement expérimentale. Elle vise explicitement à la connaissance. C'est elle qui a eu le droit de citer en philosophie par son rapport à la science, qui dans ce cas-là discrimine sur le champ, de façon patente, sans conteste, d'entre la diversité des possibles et par mise en contact direct avec les choses, lequel de ces possibles est effectif. Bon, c'est le sens que fait émerger Descartes à la fin du discours de la méthode, quand il appelle à la multiplication d'expériences pour le développement des sciences. C'est le sens que Bacon met en valeur quand il parle de l'instantia crucis, c'est-à-dire du crucial d'expérience qui fait donc diverger au sein de l'effectif entre ce qui marche et ce qui ne marche pas, comme la croisée des chemins au carrefour des routes, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait qu'il y a soudain ouverture d'une bifurcation entre ce qui marche et ce qui ne marche pas, et qui donc fait apparaître l'effectif. Or, c'est sur la base d'un tel pouvoir tranchant de l'expérience, au sens premier du terme, se manifestant donc dans l'instant que la nouvelle physique en Europe, à l'époque moderne, s'est fondée, et que son efficacité s'est démontrée, que la science a acquis son succès, et l'Europe sa puissance. Mais du même coup, s'est trouvé encore davantage immergé, rejeté dans l'ombre, l'expérience du second type, procédant dans l'indistinction, par propension lente, capitalisation silencieuse et dans la durée. La question est donc maintenant de savoir comment réconcilier ou raccorder les deux sens. Entre le sens explicité, mise en valeur, le sens émergent d'expérience tentée, essayée, expérience 2, connatif, et puis cet autre sens de sagesse accumulée, d'expérience accumulée, et effectivement faisant le fond de la sagesse. Alors, il y a eu cette tradition en Europe de soupçon, ou plutôt de rejet de l'expérience du second type, cumulative. On trouve ça déjà chez les premiers penseurs grecs, Parménide, qui rejette cette façon coutumière de se conduire par expérience variant et se multipliant
indéfiniment, s'aventurant en tâtonnant, ce qu'il appelle l'éthos polypeiron, cette façon habituelle de l'expérience multiple, cette façon de tenter de différentes façons et qui crée une sorte d'accumulation, quelque chose qui n'est pas du savoir, et qu'il rejette au nom de ce qu'il appelle logos, à savoir le discours démonstratif qui peut trancher. Donc il y a cette suspicion, au nom du logos, de la raison argumentée, tranchant sur le moment, de cette sorte de choses qui s'accumulent en nous. Est-ce même seulement dans la conscience? Quelque chose qui s'investit, s'accumule dans le temps long et que nous appelons, faute d'autres termes, l'expérience. C'est ce sens-là que fait apparaître Montaigne dans son fameux essai de l'expérience, en entreprenant justement le procès de la connaissance au sens de ce qui va devenir le sens de la science. Même s'il dit au départ, il n'est désir plus naturel que le désir de connaissance, et quand la raison nous faut, ça nous fait défaut, on doit y employer l'expérience. Donc l'expérience est un temps de pis-aller qui vient comme ça relayer la connaissance défaillante. Moyen, dit-il, donc plus faible et moins digne, mais néanmoins celui sur lequel il s'appuie, je cite, « Je ne sais qu'en dire, mais il se sent par expérience », ou « C'est par mon expérience que j'accuse l'humaine ignorance », ou encore « De l'expérience que j'ai de moi, je trouve assez de quoi me faire sage ». Peut-être fallait-il, pour aller au-delà, distinguer plus nettement entre les deux sens que j'évoquais, entre le sens conatif et le sens cumulatif, entre le sens innovant et le sens capitalisant, pour sonder cette capacité de jeu et de basculement entre ces deux sens. Et par suite se demander comment on peut passer d'un sens à l'autre. Comment on peut penser d'un sens à l'autre? Pour penser ce qu'est une expérience qui, d'abord essayée, tentée dans l'instant, se trouve progressivement se déposer, se relayer, s'épandre et constitue une expérience du second type. Faire cela pourquoi? Pour essayer de sortir du grand clivage dans lequel cette pensée-expérience en Europe nous a mis, qui est qu'il y aurait d'un côté l'expérimental, celui de l'expérience au premier sens, du premier type, conatif, et de l'autre l'empirique. Expérimental, empirique, les deux termes sont branchés sur cette même ressource d'expérience, mais les dissocient. L'empirique se présentant à l'envers de l'idéal. Il me semble qu'il y a à réfléchir comment on passe de l'un à l'autre pour penser non seulement comment on passe de la première expérience conative, s'essayant, donc momentanée, volontaire, à l'expérience qui se dépose dans la durée, qui s'accumule, se globalise, donc ça détermine. Et comment, à partir de cette expérience-là, de second type, on peut revenir à la première expérience. C'est là qu'est le profit. C'est donc de voir comment non seulement on passe de l'expérience conative à l'expérience cumulative, mais comment de ce fond accumulé, indéterminé, globalisé, on peut faire ressurgir l'expérience de premier type, qui est conative, qui est essayante, et qui est donc une nouvelle façon d'aventurer notre capacité de sujet. Le tournant de l'expérience est peut-être là, dans les deux sens. De l'expérience tentée, momentanée, volontaire, projetée, à l'expérience déposée, accumulée, bref, de tout ce qui se ramifie, se désisole au sein de nous, qui progressivement donc tisse ce fond avec un S, enfin fond sans S et avec S, ce fond du foncier, ce fond ressource qui s'accumule, et pas seulement de la conscience, et qui ainsi se déployant peut faire ressurgir, peut réaffleurer en expérience du premier type, qui permet à nouveau de tenter. C'était une tentative de ma part pour éclairer la notion d'expérience. Merci de votre attention. Alors, on va poursuivre
on va poursuivre cette discussion, plutôt on va l'entamer. On va revenir sur à la fois la pratique de Pierre Janin et puis vos concepts, ceux que vous développez au-delà de l'expérience. Tout d'abord, je voulais qu'on revienne sur votre pratique, Pierre Janin. Vous êtes architecte, votre frère est paysagiste, ça a eu forcément un impact. Et donc, je voulais vous poser la question, ce que le paysagiste fait à l'architecte, inversement. Et moi, j'avais vu un écho, un vis-à-vis intéressant avec la notion de biais que vous développez, François Julien. Donc, peut-être pourriez-vous commencer par nous en dire un petit peu plus sur cette notion de biais, ou bien Pierre, si vous avez déjà des choses à ajouter. Je vous invite à... Oui, dans mon travail en fait de philosophe sinologue, j'essaie de penser entre deux traditions et donc d'essayer de faire apparaître des concepts qui soient un peu décalés par rapport à ceux qui sont les plus attendus dans la tradition philosophique européenne. Et biais me paraît un concept intéressant. Plutôt, il faut en faire un concept. C'est pas un concept. Biais, c'est vraiment le terme le moins élaboré, mais qui me paraît intéressant à penser par rapport, d'une part, à ce qu'est le frontal, de front ou de biais, la prise frontale, directe, volontaire, et puis quelque chose d'autre qui est une ressource comme ça, inattendue, dont on ne sait pas vraiment d'où elle provient, et qui est donc ce biais. Bon, dans la tradition chinoise que je fréquente, il est dit que la rencontre s'opère de face, mais que la victoire s'obtient de biais. Et il y a une belle notion chinoise qui est celle du surplus de biais. On ne triomphe toujours que par un surplus de biais sur l'adversaire. Et biais signifie par rapport à deux faces. Deux faces, c'est qu'on se regarde, donc on s'affronte, on sait où est l'autre. Et donc on peut riposter. De biais, c'est par surprise, incidemment, sans que l'autre s'y attende, sans que l'autre sache où je suis. Et je crois qu'on peut donc transposer cela pour penser le biais comme étant cet autre par rapport à la méthode. La méthode, elle est frontale, elle est programmative, elle est l'expérience du premier type, c'est ce que j'évoquais à l'instant. Et le biais, finalement, c'est quoi? Ce qui m'intéresse, c'est que c'est un terme qui vient de l'artisanat aussi. On dit le biais du gars, n'est-ce pas? C'est cette façon de prendre une situation et de la faire tourner pour voir de quel côté on pourrait commencer à la pénétrer. Quelle façon d'engager du processuel qui fait qu'au lieu d'être brutalement face à elle et puis donc dans un rapport de prise, et d'affrontement, commencer donc à faire tourner la situation de façon à trouver un point d'entrée qui n'était pas d'abord indiqué. Alors ce qui m'intéresse pour finir là-dessus, c'est qu'on a une grande difficulté en Europe à penser ce qui n'est pas la méthode, ce qui ne se couche pas sous l'exigence de la méthode. On a tendance à penser que si ce n'est pas la méthode, alors c'est le hasard, la chance ou n'importe quoi, n'est-ce pas? Alors on se débrouille. Terme laid, n'est-ce pas, se débrouiller, c'est-à-dire on est totalement dans l'empirique. Alors, biais me paraîtrait une notion à interposer entre le méthodique et l'empirique, comme étant une façon donc d'engager du processuel discrètement, sans peser, et commencer à engager un rapport de possibilité et qui fasse que l'effectif, progressivement, puisse trouver à commencer à se réaliser. Donc peut-être, oui, cette question d'approche de biais, si on se dit que, pour reprendre la question de l'adversarité, que le site du projet, quelque part, c'est quelque chose auquel on se confronte, c'est-à-dire quand on est dans une position de projection, d'avoir un projet à faire sur un site, c'est clair que l'approche et le mélange en fait entre une pratique et un regard d'un architecte et d'un paysagiste, pour nous, qui en plus sommes frères, nous permet d'appréhender en fait justement ce site de projet de manière non frontale et justement en essayant à la fois d'élargir le champ et de le comprendre et de le percevoir, de l'anticiper selon différentes entrées, c'est-à-dire en essayant de comprendre quelles sont en fait les résonances paysagères, les choses qu'on peut trouver qui peuvent influer en fait sur un site de projet plus local. Et pour nous, cette approche de biais, là, un petit peu dans peut-être à comprendre, enfin le biais à comprendre dans ce sens-là, c'est-à-dire pas un regard frontal, isolé et quelque part avec des œillères,
mais à l'inverse, une certaine forme d'arpentage, de découverte du site qui se fait de manière non directe, plus fluctuante et de côté, je dirais. Pour relier vos deux interventions, est-ce que ce ne serait pas ce qui est à disposition sur le site, puisque je ne sais pas si dans le biais vous l'évoquiez, se tenir à disposition de... Ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est qu'au fond, ce qu'on cherche à mettre, oui, parce qu'au fond, biais, c'est pas un terme théorique, c'est un terme qui vient quasiment de nulle part. Hein. Et l'intérêt, me semble-t-il, c'est d'en faire effectivement un concept, de promouvoir un concept. Pour faire quoi? Pour dire quoi? Pour dire comment on peut introduire du processuel. Ce que j'entends dans votre propos, c'est que on est dans un registre souvent de l'action, de la prise, donc de l'instantané, et donc précommandé par la méthode, qui serait, elle, une construction comme ça, précédant l'engagement et le préparant, avec une maîtrise, comme ça, assurée d'avance. Biais signifie qu'on n'a pas de maîtrise gagnée d'avance. Biais signifie qu'on y va comme ça, de côté, en tâtonnant, en faisant tourner les choses de façon à engager un déroulement sans forcer, sans, disons, sans soit à l'arracher. C'est là ce qui m'aurait pouvoir être intéressant dans ce terme, pour évoquer une procédure, quelque chose qui donc a un déroulement et n'est pas conduit par un but. Parce que la méthode, elle est programmative et donc elle assigne. Et ça qui me paraît, disons, à la fois magnifique dans la méthode, mais pouvoir être aussi traducteur, assigner, c'est-à-dire donner sa place et attribuer. Le biais n'assigne pas. Il est donc cette façon de s'accommoder, mais en même temps qui n'est pas laissé au hasard, qui n'est pas le coup de chance. Hein. Donc je vois qu'il y a quelque chose qui, ce que j'évoquais à l'instant, pour sortir de l'opposition entre l'expérimental d'un côté et l'empirique de l'autre, bien me paraît un terme justement intermédiaire, qui n'est pas que de l'empirique, qui implique une certaine façon de conduire le cours des choses, mais sans, disons, l'imposer. C'est une stratégie? Pour moi, c'est un terme stratégique, bien sûr. Stratégique, ça signifie qu'il n'est pas théorique et qu'il n'est pas non plus empirique. Stratégique implique donc une certaine façon de ne plus être aux commandes comme dans la bonne méthode, comme ça, programmatique de surplomb, et en même temps qui n'est pas inhibé. On n'est pas dans la débrouillardise comme ça, noyé de la situation. Le bien implique qu'on a un rapport à la situation qui est ni d'en haut, ni noyé. Façon donc d'introduire un déroulement qui crée, et ce qu'on va peut-être évoquer, une connivence avec la situation qui fait que, eh bien, un processus avec elle peut s'engager. Non, je ne suis pas clair parce que la notion n'est pas claire. Et il faut la clarifier. C'est pas parce que c'est quelque chose qui met un peu en déroute les concepts qui sont les plus familiers, les concepts, encore une fois, soit du méthodique, soit de l'empirique. Je crois que ça fait écho à votre pratique, non? Difficile d'avoir une méthode quand on arrive sur un site. Oui, ou justement, pour nous, c'est un petit peu l'approche ou la manière d'appréhender qui est une méthode, et la façon de regarder, en fait. Et c'est pour ça, c'est vrai que quand on parle de stratégie, on pourrait dire de stratégie douce, en fait, dans l'absolu. C'est-à-dire, il y a quand même la finalité, en tant qu'architecte et paysagiste, dans nos pratiques, il y a la finalité qui, souvent, est de construire. On est face à un projet à faire. La question qui se pose, c'est comment on va le faire, qu'est-ce qu'on va vouloir y retranscrire, comment on va vouloir le formuler, le composer. Et finalement, la stratégie, voilà, pour nous, c'est beaucoup plus une notion, et le lien entre architecture et paysage se crée dans une notion d'approche et au final de fondu des choses. C'est-à-dire qu'il y a le regard de côté, plus éloigné, en retrait, et pour au final arriver à extraire quelque chose du paysage, ce qu'on en comprend, ces dynamiques, quelque part ce qui lui manque, c'est-à-dire qu'on essaie de considérer le projet de cette manière, c'est un ajout et une complémentarité plutôt avec le paysage qui préexiste, et du coup comment le projet à la fois s'alimente du coup de ce qui existe et vient aussi donner une continuité, produire une continuité et répond quoi, au final au paysage et essaye, alors ça peut sembler prétentieux aussi, mais essaye d'entrer en résonance avec lui. Donc la stratégie, je pense que c'est ça, la méthode, c'est une question d'approche, d'appréhension pour essayer de venir exprimer une continuité en fait. Oui, vous avez raison de revenir sur la question du but.
Dans ce concept de biais, il y a bien l'idée qu'il y a un but, mais ce n'est pas un but déterminé par moyens et fins. Je crois ça qu'il y a l'écart, n'est-ce pas? C'est qu'au fond, le but n'est plus de l'ordre de la visée. Si je prends les termes grecs, le but, là, c'est plus la visée scopos, c'est-à-dire quelque chose qu'on projette comme ça dans une visée. Le but, c'est quelque chose qui serait quelque chose de l'ordre de ce qui est récolté. C'est-à-dire qu'on engage, on n'a pas déjà le dessin défini, mais on engage quelque chose qui, dans son déroulement, progressivement, va permettre de exploiter des ressources, faire apparaître des potentiels, ce que j'appelle un potentiel de situation, qui progressivement va se dégager. Et le biais permet que se dégage progressivement ce potentiel de situation. C'est un terme, à mon sens, qui est stratégique, parce que, au fond, la stratégie, c'est une capacité à tirer parti de la situation, à l'exploiter en faisant apparaître ce que j'appelle un potentiel de situation. C'est-à-dire, quels sont les facteurs porteurs qui ne se découvrent pas au premier abord, mais qui, justement, parce qu'on introduit un déroulement vis-à-vis d'eux, permettent de faire apparaître, émerger ce que j'appelle porteur, c'est-à-dire ce qui peut nous porter. Donc, il ne dépend pas seulement de l'initiative du sujet, concevant, voulant, enfin bon, le sujet classique, maître de la méthode. C'est pour ça que je distinguerai méthode et stratégie. Et c'est quand la méthode n'est plus possible qu'il me semble qu'il faut recourir à une stratégie. Donc, avec ce que stratégie implique aussi, il faut ruser. Je veux dire, le biais, c'est aussi quelque chose qui s'accommode de la situation et en tire parti. Dans ce rapport entre quelque chose qu'on explore progressivement, qu'on exploite ainsi, et qui ne relève pas, pour moi, l'essentiel, c'est que ça ne relève pas de l'action déterminée, mais d'une transformation engagée. Après là-dessus, sur quoi je voudrais rebondir, c'est effectivement, il y a toute cette perception du projet final, c'est-à-dire que le but final, en tant qu'architecte et paysagiste, où on construit au final ce but final, on l'anticipe dans le sens où il se crée au moment de la conceptualisation, on va dire, de la formalisation du projet. Et quelque part, il y a effectivement cette notion de stratégie, donc dans la construction du projet pour nous, et ensuite toute la méthode justement qui doit être mise en œuvre pour parvenir à cette fin collective. C'est-à-dire que le projet, il y a ce temps, on pourrait dire, plus personnel, plus sensible de mise au point du projet, de la conceptualisation, et ensuite tout ce temps de construction qui est une mise en commun beaucoup plus large, parce qu'on ne le fait pas soi, mais on est avec un maître d'ouvrage, avec un commanditaire, avec des entreprises, à qui, à la fois il y a un groupe autour du projet, et où là, justement, la question de la méthode et on va dire que la question de l'expérience, mais plutôt de l'ordre du vécu et de cette expérience concrète, quoi, aide à la finalisation, mais quelque part d'une fin qui a déjà été donnée au préalable par nous, quoi, un stade antérieur. Oui, ce qui me semble, c'est que méthode implique qu'on puisse décrire à l'avance, point par point, ce qu'on va faire. Donc il y a, on prédétermine le déroulé. Ce qui m'a frappé dans vos présentations, les premières que vous avez faites, c'est que vous avez présenté le paysage à différentes saisons. Là, je me disais que vous cherchiez du biais. C'est-à-dire comment vous allez entrer dans ce paysage. Plutôt que paysage comme ça, je suis devant, je le considère à tel moment, à tel autre. Cette façon de voir comment s'introduire. C'est ça que j'appellerais du biais, voyez. Cette façon dont... Parce que si c'est frontal, c'est la prise. C'est l'action, et l'action méthodique qui enchaîne à l'avance, programme, étape par étape. Donc, tout dépend de moi, n'est-ce pas? La démarche, c'est moi qui l'impose. Le biais signifie que je tiens compte du monde, que je tiens compte de la situation, et donc je cherche quelque chose qui soit une sorte de coopération entre la situation et soi-même, n'est-ce pas? Et donc, ça implique un déroulement, et vos premières images me faisaient penser à ça. Sinon, pourquoi en mettre comme ça les unes à côté des autres, si ce n'est pas pour nous dire, là, il y a l'hiver, il y a l'été, il y a le printemps, il y a le chemin qui passe, et puis après, on ne le verra plus. Façon de créer une sorte de zone comme ça, où une marge de manœuvre se dégage progressivement, sans qu'elle soit comme ça dépendante de la seule volonté ou du seul plan d'un sujet.
Oui, j'enchaîne. Non, la question de l'observatoire, c'est vrai que pour nous, c'est un travail qu'on a mené au moment de notre diplôme. Justement, on faisait un diplôme commun sur l'exploitation agricole, où on a eu un besoin à la fois d'immersion, de mieux connaître, mais en même temps d'extraction. C'est-à-dire qu'on est sur un site qu'on connaissait depuis qu'on était enfant, et comme on arrivait avec une position, une volonté de faire projet, enfin de produire un diplôme, on a essayé d'avoir ce double mouvement. Et pour nous, la connaissance plus objective, c'est construite justement par cette volonté d'immersion complète, c'est-à-dire une sorte de double mouvement qui nous a servi à comprendre, on a essayé de se trouver les moyens en fait, pour comprendre plus précisément comment s'organisait, comment les animaux par exemple habitaient, s'appropriaient les prés, comment ils l'occupent en fait, justement sur le temps long et en intégrant la question de la saisonnalité. Et tout ce travail-là en fait d'approfondissement du regard, pour nous, et donc dans l'absolu on pourrait dire d'immersion, nous a conduit justement à essayer de nous en extraire. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair, mais effectivement c'est un regard de biais, qui n'est pas frontal, dans le sens où on essaye d'attraper en fait ce qu'on veut, ce qu'on ressent du paysage par différentes étapes, avec une certaine répétition, une immersion, mais pour essayer de le comprendre de manière beaucoup plus objective, en comprendre quelque part, à comprendre du paysage beaucoup plus en fait ses structures et la façon dont il se construit. Oui, mais il ne s'agit pas pour moi du tout de prôner le biais face à la méthode, dire que l'un est meilleur que l'autre. C'est de voir comment peut-être le terme de méthode qu'on a dans la tête est un peu étroit et rate quelque chose qu'il faudrait penser. Et mon souci, il est là. Hein. C'est pas du tout. Évidemment, l'intérêt, c'est de croiser les deux. Mais disons, c'est de rendre notre maîtrise plus disponible. Et c'est à cela que le concept de biais me sert, pour ne pas être, disons, trop corseté dans un terme de méthode qui, s'il ne marche plus, alors nous renvoie à autre chose qui est un vide, qui est le hasard, la chance, de tous ces termes qui sont, sur lesquels on n'a plus de maîtrise du tout. Donc voir comment introduire une maîtrise comme ça, plus souple, plus lâche, qui puisse collaborer avec la bonne méthode classique. On poursuit, vous parliez de l'observatoire que vous avez... ce que vous avez fait pour votre diplôme, mais vous avez également sur votre ferme tout un laboratoire d'expérimentation, j'appellerais. Vous allez peut-être nous en parler. Et moi, ça me faisait penser, vous l'avez évoqué, à la connivence, pour sortir de la connaissance. Donc peut-être que vous pourriez discuter là-dessus. Et on clôturera. On a encore un petit peu de temps ? Oui. Alors c'est parfait. Allez-y. Alors, oui, laboratoire, le mot est peut-être un peu fort, mais disons que on perçoit vraiment la ferme, le site sur lequel on est implanté, pour sa capacité en fait à nous introduire dans le paysage et à essayer de prendre prise, de travailler sur le paysage, alors de manière et de comprendre aussi, c'est ça qui pour nous est essentiel, la question du potentiel de l'activité agricole. C'est ça qui pour nous est assez premier en fait dans cette démarche. C'est-à-dire qu'on souhaite et on essaye de comprendre un petit peu quels sont les enjeux, mais à une échelle beaucoup plus large, de la question agricole, donc du lien entre activité agricole, monde rural, monde urbain, par le biais de l'activité agricole. Mais en même temps, pour nous, ça s'accompagne d'un besoin de connaître le potentiel de l'activité agricole de l'intérieur. Et vraiment, en saisissant la question de la pratique, quels sont les modes d'action, en fait, qui nous permettent d'en saisir les dynamiques et le potentiel. Après, c'est-à-dire que ce site, on le souhaite aussi multiple et l'ouvrir le plus possible. Et dans ce sens-là, pour nous, c'est vrai que c'est un laboratoire où on essaye justement de faire en sorte que ce soit un espace partagé, qui ne soit pas exclusivement agricole, mais qui de plus en plus, en fait, s'ouvre à des pratiques beaucoup plus larges ou qu'on pourrait qualifier de plus urbaines. Donc à la fois le fait qu'on ait un bureau et qu'on vive ce site comme un espace d'expérience et d'expérimentation, mais aussi par le fait qu'on essaye d'associer et de le créer en fait comme un lieu où par exemple on crée un festival d'art contemporain où sur le temps d'un week-end il y a environ 2000 personnes qui viennent et qui pratiquent du coup cet espace agricole de manière différente et où l'ensemble de l'exploitation agricole est ponctué par un ensemble d'installations artistiques, des artistes qui viennent en s'intéressant aussi à la question agricole. Donc à chaque fois qu'on en est à la 5e édition, à chaque fois il y a pas forcément des thèmes, mais des pistes de travail en fait que chaque artiste doit explorer. Et la volonté, en tout cas, c'est que
c'est qu'on arrive à construire un espace hybride, qui ne soit pas agricole d'une part, mais que même si on reste en milieu rural, qu'on arrive à une pratique mélangée. Donc en ce sens, pour nous, effectivement, c'est un laboratoire. Oui, la connivence fait partie de mes concepts pour essayer de déborder un peu ce qui serait une sorte de rationalité trop restrictive. Ce qui ne remet pas en question le bien fondé de la rationalité, mais voir comment essayer justement de la rendre plus disponible. Alors, connivence par rapport à connaissance. Pour essayer de sortir de ce vieux mythe communion avec la nature, symbiose, enfin, toutes ces choses qui sont d'un mauvais lyrisme, trouver un concept aussi consistant que connaissance et lui faisant face. Connivere, c'est quoi? C'est cligner des yeux. C'est cette entente implicite qu'on a comme ça, sans qu'elle passe par le langage, sans qu'elle passe par ce qui constitue habituellement la connaissance. Alors je pense qu'il y a comme ça, nous vivons dans un double registre de connaissance et de connivence. Nous naissons connivants. Sur sa mère, dans son giron, on est connivant. Et puis progressivement, l'éducation nous rend connaissants. L'école qui distribue les savoirs, ce qui s'enseigne, ce qui se communique, etc. Mais je crois que nous vivons dans ce double rapport. Et le paysage nous fait reparaître connivants. Je dirais qu'au fond, ou comme la poésie, le langage poétique nous rend à nouveau connivants. C'est-à-dire qu'au fond, nous ne cessons d'être avec deux pédales, l'une, la connaissance, l'autre, la connivence. Quand je sors, que je fais cours, je suis connaissant. Si je rentre chez moi, je redeviens connivant. Partir en vacances, c'est rentrer dans la connivence. Donc, je crois que nous sommes dans cette alternance-là qui nous constitue un sujet, mais que la tradition philosophique et la nôtre a plutôt éclairé la connaissance. Et qu'il faut donc faire apparaître cet autre de la connaissance, mais aussi constituer autant savoir que la connaissance, mais un autre type de savoir. Et qui s'apprend autrement, plutôt qu'il ne s'apprend pas. Alors qu'est-ce que c'est que ce savoir qui ne s'apprend pas? C'est ça qu'il faut effectivement essayer de dire. Et notre langue est gourde pour le dire. Donc il faut essayer là encore, d'assouplir notre vocabulaire pour arriver à dire ce qui échappait à notre vocabulaire. N'est-ce pas? Alors connivence, pour moi, c'est cela. Et évidemment, le paysage est un lieu de déploiement de la connivence. Avec connivence intime, c'est-à-dire ce qui se crée d'entente, là encore de façon processuelle, avec une sorte de défrangement du sujet, et qui fait que quelque chose se passe dans la connivence, et qui est implicite, qui n'est donc pas, qu'on ne peut pas saisir par la prise du discours, disons, rationnel, ontologique, enfin, ce dont on a l'habitude. Et encore une fois, je dis bien pour éviter ce sur quoi en quoi on tombe sinon, qui est le mauvais lyrisme, le lyrisme face à la nature, n'est-ce pas, qui est cette sorte de chose romantique qui nous tombe des mains. Donc moi, mon travail, c'est d'éviter d'être dans cette fracture où soit c'est du rationnel, méthode, connaissance, etc., soit c'est du flou, indistinct et dont on ne sait rien faire. Comment essayer de trouver justement, d'élaborer quelque chose qui soit aussi consistant que ce qui nous sert habituellement d'outil consistant et qui permette donc d'affiner notre rapport au monde. Et le paysage, c'est ça. Le paysage et l'expérimentation artistique aussi, non? L'expérimentation artistique aussi, le fait de passer par un médium artistique, est-ce qu'on n'est pas aussi écoutez, dans le cas, je pense notamment à Polyculture, c'est Pierre Janin, parce que vous faites des expérimentations qui peuvent aussi apporter une autre façon d'accéder à un savoir. Mais là, il faut quand même dire une chose, c'est que le paysage vient de l'art. Je veux dire, d'où vient la notion de paysage? C'est l'art, c'est la peinture. Et que ce soit du côté européen ou du côté chinois, les deux côtés que je fréquente, c'est que la notion de paysage est venue de la peinture. Donc la notion de paysage est d'abord artistique. Et avant, on avait quoi? La nature, on avait la campagne, on avait plein de choses, mais pas le paysage. Pays, paysage. Qu'est-ce que c'est que cette promotion du pays dans ce qui s'appelle paysage, qui n'est pas seulement un assemblage, mais qui est justement cette capacité à faire que quelque chose qui est de l'ordre de l'intime, mais aussi de l'infini, puisse se déployer dans quelque chose qui n'est pas seulement un pays, un pagus, c'est-à-dire quelque chose qui est limité sur une carte comme un territoire. Oui, après, cette question-là, toute cette notion qui est assez dure pour nous aussi à saisir, c'est-à-dire à la fois dans le rapport au paysage qu'on peut avoir auquel on participe, la position aussi d'agriculteur, au final on pratique encore donc quelque part le paysage et la fabrication du paysage de l'intérieur, et donc c'est toujours ce jeu-là en fait qui se joue au moment de la conception, mais entre
l'abstraction, enfin la naissance, on pourrait dire, enfin, d'un point de vue du paysage, enfin de la notion de paysage qu'on essaye d'avoir, du coup pour l'analyser, en fait, essayer d'en extraire et d'en comprendre quelque chose, et à l'inverse, ce jeu de l'intérieur, cette action, ce qu'on essaie de saisir aussi dans notre pratique, c'est comment, en ayant un point de vue intérieur et pratique de l'activité agricole, comment par ce jeu-là même peut naître aussi la notion de paysage, dans un rapport autre, quelque part, sans jouer le jeu de l'immersion et du point de vue extérieur, mais comment, malgré tout, par l'action, on arrive à s'ancrer, à faire participer, à partager, à faire en sorte, oui, voilà, qu'on soit face aussi à un paysage, malgré tout un paysage, quoi. C'est un peu ça. Je sais pas si... Ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que vous contribuez à nous faire sortir de cette définition vraiment pauvre du paysage, qui est celle qu'on trouve dans le Petit Robert, quand il est dit « le paysage, c'est une partie de pays que la nature présente à un observateur ». Bon, la définition est vraiment un peu stupide, n'est-ce pas ? En tout cas, qui ne répond pas à l'expérience. Or, c'est la définition du Petit Robert. Donc, il faut essayer d'en sortir, et me semble-t-il, justement, en essayant de détacher le paysage de ce qui est seulement la vue, perspective, sujet percevant, comme s'il y avait une nature qui présentait comme ça à un observateur ce bout de pays qui s'appelle paysage, défini par l'horizon, et quelque chose donc qui est quoi ? Ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est qui n'est pas seulement de l'ordre de la vue, mais qui est une mise en tension. Mise en tension, c'est ce que dit très bien la pensée chinoise du paysage, entre les montagnes et les eaux, le haut et le bas, ce qu'on entend et ce qu'on voit, etc. Donc au fond, et ça c'est un peu important parce que qu'est-ce qu'on dit habituellement du paysage ? C'est un beau paysage. Et là, on reste dans la tradition grecque du beau, c'est-à-dire de la vue, de la perception. Or, il me semble que est-ce que beau est l'épithète la plus justifiée pour le paysage ? J'en suis pas sûr. Alors, si c'est pas beau, qui est l'étiquette la plus habituelle pour parler du paysage, qu'est-ce que c'est ? Et il me semble que justement, cette question de tension est importante, parce que les Grecs ont éclairé justement le beau. Kalos, n'est-ce pas ? Et ce terme de tension, ce tonos, cette mise en rapport comme ça, qui fait que le paysage est un champ tensionnel, ouvert, divers, n'est-ce pas ? Et qui nous intègre, parce que la tension, on est partie prenante de cette tension, me paraît à faire émerger par rapport à une sorte de paysage réduit à la vue, réduit au spectacle, la façon dont tu disais paysage autrefois, spectaculum, hein. Donc toujours la position du sujet comme ça qui est devant le paysage, et ce qui fait du paysage une carte postale. Or, je crois que tout notre intérêt aujourd'hui pour le paysage, c'est sortir de la carte postale pour le penser comme un champ tensionnel dans lequel nous nous trouvons, devant lequel on n'est pas spectateur, devant le paysage, mais dans lequel on est justement dans une relation, alors je ne sais pas si c'est d'intégration, mais en tout cas, on est impliqué dans ce champ tensionnel. Il me semble qu'il y a quelque chose qu'il faut développer pour justement faire passer le paysage de la vue au vivre. Oui, mais c'est en lien, oui, justement, j'allais venir. C'est vrai que c'est peut-être aussi pour rebondir, par exemple, sur le dernier projet que je présentais de la Maison du Lac, où justement ce rapport-là au paysage, c'est quelque chose qu'on a essayé de formuler de manière distendue ou distanciée, au moins. Et que même si dans notre travail on essaye de comprendre les structures, les enjeux, les dynamiques du paysage, ce qui nous apparaît aussi par certains moments essentiels, c'est de faire apparaître comme ça des choses en tension, qui tissent des liens, qui créent des résonances en fait. Enfin, comment un projet, quelque part, vient non pas construire uniquement un paysage, mais quelque part vient provoquer des images, un univers, et vient enrichir ce qu'on imaginait ou ce qu'on pourrait ressentir au préalable d'un projet sur un site. Et pour nous, effectivement, il y a cette question-là qui allait être évoquée, mais de l'allusion. Et pour rebondir, c'était ça, c'est la question de la mise en tension, c'est-à-dire entre un projet qui est fait et ce à quoi il fait référence. Et qu'est-ce qui pioche, qu'est-ce qui prend dans le paysage, mais de manière aussi, pour nous, ça c'est un point qui est essentiel, de manière non littérale. C'est-à-dire que notre point de vue, l'architecture ne doit pas s'appauvrir non plus dans une retranscription directe, en disant, tiens, je fais référence à... Mais la question de l'allusion, pour nous, est forte, dans le sens où un jeu dans le paysage se joue, parce c'est une référence discrète et légère, et
Et la construction n'est pas trop affirmative non plus. Elle s'impose pas. C'est un peu ça. Oui, c'est ce qui me paraît précieux, au fond, dans le travail dans lequel on est, qui est d'essayer d'affiner nos concepts, les assouplir, les affiner, non pas renoncer à la capacité de la raison, mais essayer de l'assouplir pour la rendre plus disponible. Et il me semble qu'effectivement, dans ce que vous avez dit au début de votre présentation, vous avez dit que les maisons que vous faisiez étaient allusives aux cabanes de pêcheurs, je crois. Ça me semble important parce qu'il y a là quelque chose qui se joue d'essentiel entre l'allusif et le symbolique. L'architecture a beaucoup aimé le symbolique, traditionnellement. C'est-à-dire qu'on transpose entre le concret et l'abstrait, n'est-ce pas, l'un étant l'image de l'autre. L'allusif, je crois que c'est un tout autre rapport. Ça signifie allusion, on vient jouer à côté, ad ludere, c'est-à-dire comme cette sorte de façon d'introduire du jeu qui s'approche, mais à travers une distance. Donc tension, distance allusive, façon de s'approcher d'eux sans justement circonscrire, enfermer, etc. Et comment cette tension, cette distance allusive est évocatrice. Donc je crois que c'est important, dans ce que vous disiez du paysage, effectivement, que ce ne soit pas par une prise symbolique, mais dans une distance allusive, que s'ouvre cette possibilité de tension, de jeu, de disponibilité, c'est un terme qui paraît très important. Ça reste disponible. Quelque chose s'ouvre. Alors, en rapport au sens, mais ce n'est pas du sens. Et ça qui me paraît devoir être précisé, c'est entre le vivant et le sens, comment ça se rapporte l'un à l'autre. Et il me semble que allusivité, j'aime bien, distance allusive, va dans ce sens-là. D'autant plus que allusif, disons, et justement opère de biais. On revient à notre premier concept. Opère de biais, de façon qui est relativement déterminée, ouvre du jeu, et on est dans l'horizontal. Quelque chose qui se joue aujourd'hui dans notre modernité, c'est d'essayer de se décaler un peu du surplomb, de la verticalité, de tout ce qui est dominant, et donc comme ça, en même temps, surplombant et restant abstrait. Il me semble que l'allusif permet là encore, c'est un terme stratégique, qui permet d'ouvrir des obliquités qui mettent en tension, mais et sans refermer. Alors peut-être juste cette question-là aussi, pour nous, elle est importante, dans le sens où la notion de l'allusion, de la distance, elle se fait aussi avec un accompagnement, enfin une notion de la temporalité. C'est-à-dire qu'un projet, et j'y reviens aussi par rapport à la question du travail agricole, c'est que la question de l'immersion, de la connivence quelque part aussi avec le paysage, elle se joue pour nous parce qu'il s'agit de répétition et de travail dans le temps. Et que même un projet, au final, on le construit, il faut le construire, mais à un moment donné aussi, soit il sera repris, il va disparaître. Il y a toutes ces choses-là en fait qui se jouent et qui font que que l'allusion est un travail, une distance qui s'opère, mais parce que sur le temps très long, est quelque chose qui est vivant, qui évolue et qui est au-delà de nous-mêmes et de notre action, quoi. Enfin, en tant que concepteur, paysagiste, ou voire aussi d'agriculteur, c'est-à-dire que et de paysagiste, c'est-à-dire que dans le travail qu'on fait, le rapport au site qu'on peut avoir sur l'exploitation agricole, c'est ça, c'est le moment où pour nous le paysage naît en fait, ou en tout cas il est né pour nous sur ce site-là, quand on a pris conscience que c'était un petit peu vain et on est aux prises en fait avec la nature, avec le travail agricole ou autre, et que la répétition fait qu'on sent c'est une notion de travail, d'action qui fait qu'on a une sorte d'extraction qui se fait de soi en fait, du coup. Je crois qu'effectivement ce qui se joue là, c'est que l'allusion ne se construit pas. Le symbole se construit. L'allusion, non. Donc l'allusion implique un déroulement. Là, on est encore dans ce même réseau du biais, du déroulement, du processuel. C'est qu'une allusion transparaît. Et donc, en langage un cours, c'est progressivement que l'allusion émerge et se fait jour. Donc je crois que le problème, il est là, c'est qu'on est amené à passer d'une raison qui serait uniquement constructrice, comme les symboles, comme la méthode, tout ce réseau-là de notions, belles comme telles, je ne suis pas du tout en train de les critiquer, mais de voir simplement comment on peut être amené à ouvrir d'autres possibles pour les affiner. Et je crois que allusion,
parce qu'on est obligé, quand on dit allusion, de sortir du terme rhétorique chez nous d'allusion, pour en faire une valeur allusive, pour en faire une... L'allusion, c'est quelque chose qui est disponible, n'est-ce pas? Donc on peut comme ça déployer, exploiter, parce que l'allusion, c'est quoi? C'est une référence qui n'est pas explicitée. C'est comme la connivence, c'est quelque chose qui est là, qui est... c'est pas un abstrait que j'essaie de représenter à partir du concret comme le fait symbole. C'est justement quelque chose qui est une référence que je laisse comme ça, une sorte de barrage, n'est-ce pas, et dont je m'approche, mais en gardant une distance, donc en créant du jeu, et donc un déroulement. Donc biais, allusivité, connivence, c'est la même chose.